C'est juste une question de logique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir, si le haut de la distribution progresse 3-4 fois plus vite que la taille de l'économie mondiale, bah, à long terme, ça peut pas marcher. Je crois que ce que je dis là, c'est vraiment du bon sens. Alors ça, c'est une phrase intéressante. On va essayer de voir ce que ça peut vouloir dire. Parce que si on prend les fortunes russes actuellement, dont vous parlez dans Forbes, effectivement, elles n'existaient pas à l'époque soviétique, puisque la propriété était... Vous avez un processus de privatisation dans la Russie des années 90-2000. Donc les personnes qui, en Russie, se sont retrouvées à posséder d'énormes propriétés d'entreprises, notamment dans le secteur des ressources naturelles, ils n'ont pas inventé le pétrole. Ils n'ont pas inventé le gaz. Donc, si vous voulez, c'est pas... se sont faites par elles-mêmes, c'est beaucoup dire. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire, en fait. Si on prend Carlos Slim, au Mexique, c'est intéressant comme cas, parce que il est devenu propriétaire du plus grand réseau de téléphones portables au Mexique. Il n'a pas inventé le téléphone portable. Hein. Et en fait, beaucoup de gens pensent que le processus de privatisation du téléphone portable qui a eu lieu au Mexique a permis... Alors, bon, ce n'est pas exactement les privatisations en Russie après la chute de l'Union soviétique, mais il y a quand même eu des arrangements, disons, le prix auquel s'est fait la privatisation était très très avantageux. Donc, si vous voulez, dans tous ces... moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre, dans tous ces enrichissements individuels, c'est toujours un mélange compliqué qui met en jeu des processus parfois de privatisation, des processus d'héritage, de monopole ou de quasi-monopole. C'est-à-dire que vous voyez que sur Microsoft ou sur Facebook ou dans beaucoup des nouvelles technologies, vous avez des situations de quasi-monopole qui jouent un rôle aussi très important. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire ce que je montre dans mon livre, par exemple, lorsqu'on regarde la dynamique des dotations en capital des grandes universités américaines, les positions initiales, au-delà d'un certain seuil, ont tendance à ensuite se maintenir. La conclusion de tout ça, moi, de mon point de vue, c'est simplement, il faut essayer quand même de réguler tout ça. Il ne faut pas partir du principe que la fortune est toujours seulement une question de mérite ou d'entrepreneuriat. Donc il faut regarder. Ce ne sont pas vraiment des héritiers, c'est plus ils se sont servis dans la caisse, disons tout simplement. C'est-à-dire que bon, il y a eu un transfert de propriété publique vers la propriété privée. Voilà, il y a eu un processus de privatisation où, de toute façon, personne n'avait d'argent pour acheter les actifs publics puisque tout était public. Donc il n'y avait pas de propriété privée avancée, donc il faut les transférer. Alors après, vous pouvez les transférer de façon graduelle, de façon plus égalitaire, ou vous pouvez les transférer à un tout petit nombre de personnes, qui est ce qui s'est passé en Russie. Si on regarde aujourd'hui les réserves de la Banque de Russie, les foreign reserves, elles sont beaucoup plus faibles que ce qu'elles devraient être. C'est-à-dire que compte tenu de ces énormes excédents commerciaux, donc la seule explication possible, c'est qu'une bonne partie de cet argent soit partie offshore, fasse partie aujourd'hui du patrimoine privé d'oligarques ou de milliardaires russes qui vivent soit à l'étranger, soit en Russie. D'ailleurs, une partie de cet argent qui a été illégalement détourné des excédents commerciaux russes est peut-être déjà prise en compte dans les classements de Forbes. Parce que ça, Forbes n'est pas capable de dire quelle partie est légale et quelle partie est illégale de tout cet argent.